Au-dessus des Vosges commence le Warnt, un pays de vallées farouches et sombres, où nulle hache n'a jamais pratiqué de trouée. Le pays est propice aux légendes, et l'on aime se les raconter lors des veillées funèbres, quand le schnapps délie les langues. Les anciens parlent de ce soir de neige, quand un grand gaillard, portant un immense feutre à plumes, s'était présenté aux habitants de Merlebach. Il avait déclaré « Je m'appelle Jean de la Plume ». Puis il avait disparu, dans un tourbillon d'éclairs et de feu, laissant derrière son passage une curieuse odeur de soufre. J'avais une sœur, elle était devenue malade. Jusqu'à sa mort, elle a eu des crises tous les jours. Et puis, on appelait le docteur il faisait ce qu'il pouvait, puis c'est tout. Hein, mais il ne savait pas ce que c'était. D'ailleurs, au mois de septembre, elle est morte. Et après, il y avait une femme qui est venue, elle a demandé à ma mère si elle n'a rien remarqué. Ma mère, sur le coup, elle ne savait pas, puis tout d'un coup, elle lui a demandé si elle devrait regarder dans les oreillers. Ma mère, elle a ouvert, et elle a trouvé un oiseau formé complètement. Mais c'était trop tard, ma soeur était déjà morte. Il y avait des autres femmes qui sont venues aussi, qui lui ont demandé des conseils, et puis ma mère, elle est venue, elle est allée voir chez eux, et puis ils ont trouvé aussi des oiseaux à moitié formés dans les oreillers. Je vais vous faire voir. C'est ici que ça se passe. Mon frère, la nuit, il dormait pas. La journée, il dormait comme un loir. La nuit, dès qu'on le mettait au lit, il braillait comme tout. Bon, ma mère a trouvé ça quand même bizarre, hein, sous le coup. Hein. Et bon, on avait un voisin qui était un curé. Et ma mère en a parlé à ce curé. Et elle lui a expliqué le truc. Alors, le curé lui a dit, bon, il faudrait regarder dans le lit. Ma mère, effectivement, a regardé dans le lit, puis on a trouvé un truc fait en plume. C'est le corps, et puis ici, la tête, elle se rejoint après, et ici, la queue. Mais on pourrait déjà dire que c'est le corps de l'oiseau qui est déjà formé, là. C'est malheureux de constater qu'il y a beaucoup trop de gens qui se trouvent au cimetière parce que rien n'a été fait. Et en général, comme là, regardez, c'est impensable. On trouve même une ficelle dedans que les gens n'emploient jamais lorsque ils font les oreillers ou les étourdants. Cela n'existe pas, même pas dans le commerce. On n'arrive pas à trouver la ficelle qu'il y a là. Ça, c'est un cas flagrant. Ne vous en faites pas. Je l'ai neutralisé avant. Allez voir ça. C'est impensable. Vous trouvez par exemple des formes des plumes enroulées comme une sorte de longue spirale, ou bien comme une quenouille, ou bien des boules comme celle-ci, ou bien quelquefois c'est comme un escargot encore plus grand, bien concentrique comme ça, en spirale. D'autres fois j'ai vu aussi des plumes qui étaient, d'après du moins ce que voulaient me faire croire les gens, une forme d'oiseau. Il manquait bien sûr quelque chose, une tête, des ailes ou une queue, mais pour eux c'était un oiseau.
ou un poisson. Ou bien d'autres fois aussi, on trouve un enchevêtrement qui c'est comme une longue cordelette, comme celle-ci par exemple, avec quelque chose au bout. Ou des formes qui n'ont rien de très précis, mais où les gens, par leur imagination, voient toujours quelque chose, ils projettent quelque chose qui doit être curieux, frappant, pour que ça pose une question, parce qu'ils ont déjà des réponses dans leur tête avant d'avoir réfléchi. Pour eux, ça a une signification. Tout a commencé le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1949, dans la petite ville minière de Merlebach. Chaque jour, 3000 hommes descendaient à la mine, à 800 mètres sous terre. Le travail ne manquait pas, il fallait reconstruire et extraire toujours plus de charbon. Les services de jour et de nuit se succédaient à un rythme soutenu, scandé par la remontée et la descente des cages. Et pourtant, depuis plusieurs jours, un malaise indéfini planait au-dessus des baraques de la rue d'Oradour. Et cela depuis le vendredi 15 novembre 1949. Plusieurs jeunes enfants étaient subitement tombés malades. Les médecins alertés baissaient les bras devant les symptômes inconnus. Le mal, c'était une sorte de maladie de langueur, un amaigrissement d'une rapidité telle qu'il laissait les parents désarmés. Les enfants ne dormaient plus, ou s'ils dormaient, se réveillaient à heure fixe et se mettaient à hurler. Puis ils mouraient, provoquant l'effroi dans tout un quartier. Mais bien souvent, c'était le chef de famille, le robuste mineur, qui était frappé aussi soudainement et de la même manière. Hommes et femmes ressentaient des coups portés à la tête et des maux d'estomac. Le quartier Cuvelette, lui, ne vivait plus. Les habitants semblaient hypnotisés et cessaient le travail. De la maladie, on en parlait à Forbach, à Diebling, Carling, Fasswiller et Kreuzwald, où l'exemple le plus douloureux fut celui de cette bonne sœur, jeune et en pleine santé, qui a dû s'aliter, puis est morte rapidement. Chez moi, ça se passait comme ceci. Il est arrivé un moment donné où je ne dormais pas des nuits. Par la suite, ce sont les enfants qui ont été perturbés. Ils entendaient des bruits dans les greniers, des pas, des coups de canne. Forcément, bon, on inspecte les greniers, rien, pas d'ouverture, pas de traces, rien. C'était dans la soirée, le lendemain, on regarde dans les oreillers, ma femme, moi. Et finalement, en cherchant, on a découvert des ronds, des nids, formés par quel hasard, je me demande, mais c'est pas la main d'un homme ni une machine. C'est impossible à fabriquer soi-même. Dans quelle mesure les événements de Merlebach pouvaient être imputés à des phénomènes naturels? Pourquoi, après les 12 coups de minuit, les meubles bougeaient dans les baraques des mineurs? Pourquoi les enfants s'éveillaient-ils en sursaut et poussaient des cris? Premier signe d'un mal mystérieux par lequel ils allaient dépérir. On a découvert une construction, on ne peut pas l'appeler autrement, faite de plumes, uniquement de plumes, ayant la forme d'un poisson de 20 à 25 cm de long. Le tout était noué d'un fil rouge et de cheveux de femme. C'est un amas inextricable. D'ailleurs, on a essayé de séparer toutes ces plumes, rien à faire. Et bien sûr, comme les histoires de plumes étaient très connues dans le coin, tout de suite, bien sûr, on va mettre ça au feu, ce qui a été fait. Il se trouve que dans la cuisinière, le lendemain matin, l'objet qui aurait dû brûler durant la nuit était intact. C'était dans les environs 11 heures du soir. D'abord, on racontait, on rigolait encore un peu, puis elle fermait la lumière.
d'un coup, la fenêtre s'ouvre, tout grande. Hein. Et il y avait comme un vent glacial. Et à l'allée de la fenêtre, à mon lit, c'était peut-être large comme ça. Et dans cette allée, il y avait comment on dit, un homme, avec une pèlerine noire, un chapeau noir, et qui respirait sur moi. Il se penchait sur moi et sur le gosse, et il respirait. Il ne respirait pas, comment on dit, il faisait... Hein. Et c'était atroce, puis j'ai commencé à prier, j'ai fait 3 prières. Hein. Et tout à coup, ma sœur se réveille, se lève et met la lumière. Et ça a disparu. On soupçonne rapidement une femme de la cité Cuvelette, une polonaise, de répandre le mal sur les baraques, à tel point qu'un soir elle échappe de justesse à la colère des habitants, en se cachant chez elle, sous un faux plafond. Mais la révolte des mineurs atteint une proportion telle qu'ils cessent le travail et commencent une longue grève pour protester contre celle qu'ils accusent d'être sorcières. Le commissaire de l'époque, qui avait pensé au départ à un problème de logement parce qu'on logeait 2 familles dans ces baraques, devait bien se rendre compte que même après le départ de la polonaise, le mal s'étendait à d'autres cités, puis à d'autres villages encore. On était un groupe de filles à la récréation et on parlait de cette histoire. C'était moitié en allemand, moitié en français. Et alors, il y a une fille qui me dit, oui, ma mère ne veut pas, puis elle me l'a répété en allemand. Ne passe pas devant cette maison, wirst noch gehext. Vous savez, même les enfants étaient impressionnés. Tout le quartier était en ébullition. L'histoire s'est propagée dans la ville. Il y avait certains milieux qui ne se sentaient pas concernés, puis qui ne croyaient pas du tout, et qui se rendaient bien compte que c'était une mésentente entre voisins. Une fois, ma mère, elle avait jeté un oiseau comme ça, à moitié formé, dans le feu. Hein, et quelques jours après, ils ont trouvé une femme qui avait la main complètement en bandeau. Et puis ils ont demandé à la femme ce qui lui est arrivé. Elle a dit qu'elle s'était brûlée. Alors les autres, ils savaient que c'était elle. Il y avait toutes les ménagères, ils la poursuivaient. Je ne sais pas s'ils l'auraient tuée, hein, mais il fallait qu'elle parte. Je m'écrissais à vue d'œil. Hein. Et je ne pouvais plus marcher. Tellement ça me faisait mal au cœur, un mouvement, un mal au cœur. Alors je pensais, il faut que je fasse quelque chose parce qu'aucun docteur n'a trouvé le mal que j'ai. Alors j'ai ouvert mon oreiller et j'ai trouvé un cœur dedans. Et c'était le cœur qui vraiment me faisait mal, hein, en marchant et tout. Et j'ai pris le cœur, je l'ai posé sur la pierre, hein, et j'ai pris mes talons, mes chaussures, et je priais. Je disais, aussi vrai que Dieu existe,
que par Dieu, cette personne qui me veut du mal, et ce mal que je fais à ce cœur, avec les pieds, avec mes talons, dans la figure jusque dans la gorge. C'est ce que j'ai souhaité à cette personne parce que je n'étais jamais méchante avec personne et sûrement cette personne-là. Bon. Et puis j'ai brûlé. Mais le soir, quand je me suis couchée, ça je vous ai pas dit, hein, le soir quand je me suis couchée, aussitôt que j'ai éteint la lumière, j'ai senti sur mon buste quelque chose de lourd qui respirait sur moi et qui me prenait toute la vie. Je ne pouvais pas me remuer. Ça restait jusqu'à ce que le matin, ça faisait clair, ça partait. Et à 10 heures, vers 10 heures du matin, la porte s'ouvre. Et la personne rentre. Elle avait la figure pleine de traces, comme des coups de couteau, parce que moi j'avais au talon des petits trucs en acier. Elle avait des traces de ces marques plein dans la figure. Et dans la bouche, elle avait rien que des trucs gros comme ça, sur la langue, jusque derrière. Une autre personne en serait morte. Quelques années plus tard, en 1955, l'épidémie de plume devait à nouveau frapper un petit village proche de Merlebach, Frank-Altroff. Jean Willenborg, journaliste de l'époque, se rappelle bien l'histoire. Ce qui était très curieux, c'est qu'on voyait certaines nuits le diable venir dans son grenier, ça faisait un tatamar formidable, il était réveillé en pleine nuit, ainsi que sa fillette. Elles allaient dans le grenier et s'apercevaient que les bruits, le diable avait disparu, les bruits avaient cessé, mais par contre, tout d'un coup, il y avait un cri qui était poussé, qui était absolument normal. On entendait « Oyez, oyez, oyez !» Et l'on ne tarde pas à découvrir 9 étranges fleurs de plume, des fleurs du mal, avec au milieu un oiseau inachevé auquel il manque la queue. Un oiseau de mort, dira-t-on plus tard. À Merlebach, le pouvoir démoniaque s'obtient à l'aide d'un livre, le 7e livre de Moïse. C'est un livre qui, malheureusement, est encore très connu dans notre région. Il est surtout édité en langue allemande. Et malheureusement, c'est celui-là qui fait beaucoup de tort et qui permet justement de faire et de produire cette mauvaise chose. Et c'est mené par Jean de la Plume que les sorcières se rendent au sabbat durant la nuit de Walpurgis. C'est la haute chasse. L'arrière-grand-père était parti faire la cueillette des pommes ou des cerises, je ne sais plus. Et la cueillette était un peu plus longue que prévu. Et à la nuit tombée, il était toujours sur son arbre en train de cueillir les fruits. Et les enfants jouaient au bas de l'arbre et tout à coup, on aurait vu arriver un cortège assez mystérieux dans lequel se trouvaient les hommes et les femmes, donc sorciers et sorcières, et qui chantaient. On parle aussi des âmes qui se métamorphosent sous forme de duvet de plumes, dit-on, et qui se glissent dans les édredons des dormeurs durant la nuit. C'est pendant le sommeil que tout se passe. Les plumes s'agglutinent et se forment.
région et dans le monde entier, il y a ces formes qui se produisent. À l'autre bout de la France, en 1593, le pays d'Anjou est victime d'une curieuse épidémie. On découvre avec étonnement dans les villes et les villages des tapons de plumes en forme de limaçon. En démêlant ces boules de plumes, on découvre à l'intérieur des ficelles et des bouts de cordelettes. On dit qu'un serpent venimeux vit dans ces plumes, un serpent qui peut faire mourir de la maladie de Langueur. Je suis sûr qu'il y a une explication naturelle, même si des savants ne se sont pas posés vraiment la question, parce que ça ne paraissait pas assez important. Ils ne sont pas penchés sur la chose, mais il doit y avoir une explication naturelle, comme à toutes sortes d'autres phénomènes qu'ils me soumettent. Moi, je suppose qu'il y a là-dedans des questions d'attraction, de magnétisme. J'essaye de leur faire comprendre par une comparaison en disant, voyez, vous avez une feuille de plastique en main, vous l'approchez d'une autre feuille, et puis tout à coup, l'autre se lève et se colle contre la feuille de plastique. Il y a des phénomènes d'attraction qui jouent là-dedans, et ça doit être la même chose ici, dans ce domaine-là. Parce que derrière ces plumes, il y a souvent des drames familiaux qu'on n'apprend que dans la suite. Je vois tel cas où dans la famille, on soupçonnait la maman de monsieur. Ou bien quelquefois c'est une bru, c'est un gendre, ou bien une personne qui habite dans la rue, qui n'est pas très bien réputée. De sorte que je calme vraiment le jeu et je dis aux gens, ne faites surtout pas d'interprétation, vous ne pouvez avoir aucune certitude ni sur le sens de ces phénomènes, ni sur les personnes éventuellement concernées. Le véritable travail du démon ne consiste pas à s'amuser avec des plumes, mais à pervertir les esprits. Son intention n'est pas de se trahir et de laisser sentir qu'il agit, mais de travailler en douce. Et curieusement, le rapport de l'Académie de Stanislas, établi en 1948 à Nancy, est beaucoup moins catégorique. Les formes de plumes présentées à l'Académie sont au nombre de 5, dont 3 en forme de cocarde ou de rosace et 2 en forme de gros cigares. M. Perrin a supposé qu'il s'agissait de cocons, car le brassage, avec ou sans pression sur la masse du contenu d'un oreiller, n'arrive pas à produire des boules de l'une ou l'autre forme, du moins dans les conditions où il a été essayé. M. Linhart dénie à ces amas de plumes la qualité de cocon et les considère comme étant le résultat d'une construction patiente, faite de main d'homme, ou plutôt de femme. Mais cette fabrication des boules de plumes explique incomplètement leur multiplicité dans certains villages. Quelle réponse offrir au mystère des formes de plumes de Merlebac? Aucune. Presque toutes. Il est dit que l'oiseau figure le plus souvent l'âme s'échappant du corps, les plumes participant directement à cet envol. Et pourtant, à Merlebac, ces plumes d'oreiller sont douces, chaudes, mystérieuses et démoniaques. Elles forment des rosaces, des fleurs, des oiseaux de mort, des oiseaux sans tête, des âmes prisonnières, enchevêtrées, emmêlées, nouées sous l'influence de sorciers et sorcières. Là, ça s'est aggloméré, mélangé au départ, comme si on avait fait un tortillon, comme si on avait enchevêtré il y a des petites plumes moyennes, et il y a énormément de barbules qui sont insérées les unes dans les autres. Bon, là, je suis en train de défaire. Toutes ces barbules, elles sont imbriquées, et encore, au centre, un morceau de tuyau, c'est-à-dire une plume plus épaisse, avec un morceau de tuyau qui, je crois, enfin, a permis de l'assemblage au départ de toutes ces plumes. C'est pratiquement incroyable, on ne peut pas arracher ça. De l'autre côté aussi, ces plumes sont tissées, absolument tissées. C'est incroyable, on ne pourra pas défaire ça tellement c'est tenace. Elles sont imbriquées, elles sont nouées les unes dans les autres, les unes avec les autres. C'est très curieux. Mais quant à la formation de la rosace dans l'oreiller, alors là, ça, je peux rien vous dire, absolument rien vous dire. Mais ce qui est assez curieux, c'est que le docteur Ferdière a connu ces phénomènes à l'autre bout de la France. Je me suis aperçu en rentrant dans la maison, quand j'ai prise, qu'il y avait des restes de calcination dans toutes les cheminées.
nous a intrigués. Alors j'ai interrogé la femme de ménage qu'elle avait conservée, des propriétaires antérieurs. Elle m'a dit, ah ben c'est parce que vous comprenez, avant, madame a fait un exorcisme. J'ai dit, un exorcisme? Oui, 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 oui. On a pris des plumes, on les dans les oreillers, on les a mis dans les cheminées, puis nous les avons brûlées. Et il y a des prêtres qui sont venus, qui ont récité des prières, et qui en faisant des grands signes de croix un peu partout. Puis je me suis dit, tiens, ça m'a intéressé, les plumes. Alors j'ai interrogé les gens autour de moi. Puis il y en a un jour qui m'a dit, mais vous savez, vous en avez au musée basque. Il y en a des plumes au musée basque, pourquoi n'y allez-vous pas? Alors je suis allé au directeur, j'ai dit, monsieur le directeur, on m'a dit que vous aviez des plumes. Il m'a dit, ah oui, 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 directeur. C'est des plumes que vous avez depuis longtemps. Oh non, c'est un don qui nous a été fait il y a quelques années. Vous auriez bien me les montrer, ça m'intéresse beaucoup. Il m'a dit, oh docteur, je vous en prie, ne me demandez pas ça. Je dis, mais pourquoi? Ça m'intéresse. Oh écoutez, la dernière fois que je les ai montrés à quelqu'un comme vous, de passage, là, il m'est arrivé une triste histoire. Il les a pris, j'ai ouvert le tiroir, il les a touchés, et il a eu un infarctus dans la nuit. Il est vrai que l'intouchable duvet est toujours conservé au musée basque de Bayonne. Il porte le numéro 5981. Il est dit de lui, coussinet maléfique. Tandis qu'à Paris, au musée des Arts et Traditions Populaires, sont également conservés 3 curieux objets. Ils ont été apportés jusqu'ici par un libraire de Bordeaux, qui les collectionnait par curiosité. Mais quand ce fut le début d'une longue série d'accidents et d'échecs, le libraire s'en débarrassa bien vite et les expédia au musée. Là, dans une salle de réserve, à l'écart des autres pièces de collection, on les garde dans leur boîte d'origine et on ne les expose pas. Car en effet, rares sont ceux qui ont le courage de venir jusque dans cette pièce et d'examiner sans appréhension ces 3 formes de plumes.